Ce soir-là, je tenais dans mes mains une feuille de papier pliée en 4. Une feuille ordinaire, du papier blanc un peu jauni par le temps, couverte d'une écriture que je reconnaissais entre mille. L'écriture de Michel. Mon Michel, disparu depuis 7 ans, mais présent dans chaque recoin de cette maison, dans chaque degrau de cet escalier qui chantait différemment selon l'heure du jour. Je tenais cette feuille contre ma poitrine, dans le couloir du premier étage, et mes doigts tremblaient. Pas de froid, de quelque chose d'autre, de cette certitude qui arrive parfois avant même qu'on comprenne pourquoi. La certitude que quelque chose venait de basculer pour toujours. Je m'appelle Eliane Fournel, j'ai 79 ans. Et ma fille avait voulu transformer ma vie entière en accident. Avant d'aller plus loin, je dois reprendre mon souffle. Juste une seconde. Ce que je vais vous raconter, je l'ai porté seul pendant des mois, enfermé dans un corps qui ne répondait plus tout à fait, dans une voix qui sortait brisée, insuffisante, comme une radio dont les piles seraient à moitié mortes. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais tout dire. Alors, si vous êtes avec moi ce soir, si vous m'entendez de là où vous êtes, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, quelle ville, quelle région, et quelle heure il est chez vous. Est-ce tard? Est-ce que vous n'arrivez pas à dormir? Moi, pendant longtemps, je n'arrivais plus à dormir non plus. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous voulez que je continue. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là, parce qu'il y a une histoire ici chaque jour, et je promets que celle de demain vaudra aussi la peine d'être entendue. Mais maintenant, laissez-moi vous ramener au début. Au vrai début. Je vis au numéro 3 de la rue de la Sellerie, à Tours, dans un sobrado ancien. Comme on dit chez nous, un immeuble à étages avec une âme. Une maison de ville qui date de la fin du XIXe siècle, avec des planchers qui grincent et des fenêtres qui ne ferment jamais tout à fait droit, et un escalier central en bois sombre dont chaque marche a sa propre voix. La première marche fait un son grave, comme un soupir. La 5e craque à droite si on pose le pied trop près du bord. La 8e chante quand il fait froid. Pendant 42 ans de mariage, Michel et moi avions appris ces sons par cœur. Ils faisaient partie de notre vie comme le tic-tac d'une horloge ou le bruit de la pluie contre le toit en ardoise. Après la mort de Michel, ces sons m'ont tenu compagnie. Je sais que cela peut sembler étrange. Les gens ont peur du silence dans une maison vide. Moi, cette maison n'était jamais vraiment silencieuse. Elle respirait. Elle se plaignait par temps froid. Elle s'étendait le soir avec des craquements doux qui me rappelaient que les murs avaient absorbé des décennies de vie, de repas, de disputes tendres, d'enfants qui couraient, de dimanches qui sentaient la tarte aux pommes et le café fort. Ma maison, c'est la dernière chose que j'avais de Michel. La dernière chose que j'avais de nous. Je suis une femme du Val-de-Loire, née à Amboise en 1945, dans une famille de vignerons qui savaient ce que signifiait faire quelque chose durer. Mon père, Armand Bonnard, était un homme de peu de mots, mais de beaucoup de gestes. Il m'a appris à lire la vigne avant de m'apprendre à lire les livres. Ma mère, Jeanne, était institutrice et corrigeait mon langage à table avec une patience qui ressemblait à de l'amour, parce que c'était exactement ça. J'ai grandi entre la rigueur et la tendresse, et je crois que c'est cette combinaison qui m'a formé. J'ai épousé Michel Fournel à 22 ans, en 1967. Michel était comptable, un homme droit et doux, avec une façon de plisser les yeux quand il réfléchissait qui me rendait folle de tendresse même après 40 ans de mariage. Nous n'étions pas riches. Nous n'avons jamais été riches. Mais nous avons eu cette maison de la rue de la Sellerie, achetée en 1972 avec un crédit qui nous a pris 20 ans à rembourser, et nous avons eu Sandrine. Sandrine, ma fille unique, née en 1982. Un soir de janvier où il neigeait sur Tours comme si le ciel voulait fêter quelque chose. Elle était belle dès la naissance, avec des yeux sombres et une volonté que j'ai mis des années à reconnaître pour ce qu'elle était vraiment. Enfant, elle était vive, intelligente, un peu trop consciente d'elle-même déjà, mais je mettais ça sur le compte du caractère. On dit souvent que les enfants uniques développent une forte personnalité. Je ne voulais pas voir autre chose. Michel aimait Sandrine avec cette fierté tranquille des pères qui savent qu'ils n'ont pas les mots, mais ont tout le reste. Il lui a appris à faire du vélo dans le jardin derrière la maison.
Il lui lisait Jules Verne le soir, même quand elle était trop petite pour comprendre. Il rangeait ses dessins dans une boîte en métal sous son bureau, et je sais qu'il les regardait parfois, seul, avec ce sourire qu'il avait pour les choses qu'il ne disait pas à voix haute. Puis, Michel est mort. Un mercredi matin de mars, d'un arrêt cardiaque, dans la cuisine, alors qu'il préparait son café. Proprement, comme il avait vécu, sans faire de bruit. Ce jour-là, quelque chose a changé dans les yeux de Sandrine. Je l'ai vu. Je n'ai pas su le nommer tout de suite, mais je l'ai vu. Les premiers temps après la mort de Michel, Sandrine était présente. Elle venait le week-end, apportait des fleurs, me faisait la conversation avec ce talent qu'elle avait toujours eu de remplir l'espace. Elle avait une façon d'entrer dans une pièce qui aspirait l'attention, une façon de toucher l'épaule des gens en parlant qui créait immédiatement une sensation de proximité, de confiance. On l'aimait, Sandrine. Tout le monde l'aimait. C'est important de comprendre ça. Parce que ce charme, cette grâce naturelle qu'elle avait, c'était ce qui rendait la vérité si difficile à voir. Quelques mois après la mort de Michel, elle a commencé à parler de la maison. Au début, c'était doux, enveloppé dans une inquiétude qui semblait sincère. « Maman, tu es seule ici, c'est trop grand pour toi ? Maman, cet escalier n'est pas sécurisé pour une femme de ton âge. Maman, tu mérites un appartement moderne, avec un ascenseur, sans tous ces entretiens. » Elle disait ça avec ce visage ouvert, ses yeux légèrement plissés d'une fille qui se fait du souci pour sa mère. Et moi, à 72 ans, je l'écoutais. Je la laissais parler. Je lui répondais que j'allais bien, que je connaissais cette maison mieux que mes propres mains, que les marches de l'escalier, je les montais les yeux fermés depuis plus de 40 ans. Elle n'était pas satisfaite de mes réponses. Je voyais ça aussi. Les mois ont passé. Les visites ont continué. Et avec elles, une pression qui se faisait plus précise, plus insistante, moins enveloppée dans la douceur. Elle a commencé à apporter des brochures d'agences immobilières, à mentionner des chiffres, la valeur du marché à Tours, les quartiers en développement, ce qu'une maison comme celle-ci pourrait rapporter. Elle parlait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui vous présente une bonne nouvelle, mais ses yeux avaient une fixité qui ne correspondait pas à l'enthousiasme. Je ne lui ai pas dit ce que je comprenais vraiment. Pas encore. J'ai continué à répondre doucement, fermement. Cette maison n'est pas à vendre, Sandrine. C'est tout ce que j'ai de ton père. C'est là que tu es née. Ce n'est pas un appartement moderne que je veux. Ce que je veux, c'est rester ici. Elle souriait. Elle disait que je comprendrais avec le temps. Et elle revenait la semaine suivante. Pendant des années, j'avais connu un homme dans notre rue. Un peu plus âgé que moi, discret, avec un chien et un jardin en ordre. Gaston Lebrun. Il habitait la maison d'à côté, au numéro 5 de la même rue. Un veuf, comme moi, mais plus récemment. Sa femme, Yvette, était partie 2 ans avant Michel. Gaston et moi, on se disait bonjour par-dessus le muret, on échangeait des coins en automne, on parlait de la météo et du quartier avec la politesse tranquille des voisins de longue date. Ce n'était pas une amitié au sens profond. C'était quelque chose de plus subtil et, je l'apprendrai bien plus tard, quelque chose de plus précieux que je n'aurais jamais pu imaginer. Gaston avait installé une caméra sur le côté de sa maison, tournée vers le petit espace entre nos 2 bâtisses, après que 2 vélos avaient disparu dans la rue au cours d'un même hiver. Il m'en avait parlé, comme ça, un matin, avec cette façon directe qu'il avait de raconter les choses. Je lui avais dit que c'était sage. On n'avait plus pensé à cette caméra. Moi, je n'y avais plus pensé. Ce soir-là de novembre, quand Sandrine était venue dîner avec son vin, son fromage, ses fleurs et sa chemise cartonnée de documents, je ne savais pas encore que la caméra de Gaston verrait ce que personne d'autre ne verrait. Le dîner avait commencé normalement. Sandrine était charmante, comme toujours. Elle avait apporté un Saint-Nectaire et un Bordeaux que j'aime, et nous avions parlé de choses légères pendant l'entrée. Sa vie professionnelle, le cabinet d'avocat où elle travaillait comme associée, un voyage qu'elle envisageait au Portugal. Elle avait ce don de rendre la conversation fluide, de vous faire sentir que vous étiez exactement là où vous deviez être, avec exactement la bonne personne. C'était son talent. Et c'était, je comprends maintenant, une manière de préparer le terrain. Pendant le dessert, elle a posé la chemise cartonnée sur la table. Elle m'a expliqué, avec une douceur technique qui m'a refroidi l'estomac,
que les documents concernaient une procuration élargie. Un document légal qui lui permettrait de gérer mes affaires, de signer en mon nom, de prendre des décisions concernant mes biens, au cas où ma santé déclinerait. Au cas où, disait-elle. Elle avait bien travaillé le discours. C'était présenté comme un geste de prévoyance, comme quelque chose que toutes les familles responsables faisaient, comme un cadeau qu'elle me faisait en réalité. J'ai regardé les documents. J'ai lu. Je lis lentement, avec attention. Toute ma vie, j'ai lu les choses jusqu'au bout avant de répondre. Michel disait que c'était ma meilleure qualité et parfois mon défaut le plus agaçant. J'ai dit non. J'ai dit que j'étais encore en pleine possession de mes facultés. J'ai dit que si un jour j'avais besoin d'aide pour mes affaires, je ferais appel à mon notaire, Maître Leclerc, que je connaissais depuis 30 ans. J'ai dit que je l'aimais, ma fille, mais que je n'avais pas besoin qu'elle gère ma vie. Elle a pâli. Puis elle est devenue calme, d'une calme qui n'était pas de la sérénité, d'une calme de quelqu'un qui recalcule. C'est cette calme-là que j'entends encore, parfois, dans le silence de la maison. J'ai dit que je voulais aller chercher quelque chose à l'étage. Les lettres de Michel, rangées dans une boîte en bois de cerisier sur l'étagère de notre ancienne chambre. Des lettres qu'il m'avait écrites dans les premières années de notre mariage, et parmi elles, une lettre particulière où il décrivait ce que représentait cette maison pour lui, ce qu'il souhaitait qu'elle devienne, la façon dont il pensait à elle comme à quelque chose que nous transmettions, pas que nous vendions. Une lettre qui n'avait pas de valeur légale, mais qui en avait une morale que je voulais montrer à ma fille. Je me suis levée. J'ai pris l'escalier. J'avais monté cet escalier des milliers de fois. La première marche qui soupire, la 5e qui craque à droite, la 8e qui chante par temps froid. Je les connaissais toutes. Je montais la main sur la rampe, sans me presser, comme toujours. Sandrine était venue derrière moi. Au milieu de l'escalier, elle a saisi mon bras. Pas doucement, avec une pression ferme, les doigts serrés. Et elle m'a dit, d'une voix basse que je n'entendais jamais lui sortir, cette voix sans les couches habituelles de charme, d'une voix nue et fatiguée et dure. Tu choisis toujours une maison morte plutôt que ta fille vivante. Je me suis réveillée à l'hôpital Bretonneau avec une lumière trop blanche sur le plafond et un bourdonnement dans la tête, comme si quelqu'un avait laissé une fenêtre ouverte dans un endroit que je ne trouvais pas. Mes premiers instants de conscience étaient un inventaire. Que savais-je? Où étais-je? Qu'est-ce que mon corps me disait? Il me disait beaucoup de choses, et aucune n'était rassurante. Douleur dans la hanche, raideur dans l'épaule. Et cette sensation étrange dans la gorge, dans la langue, dans la mâchoire, comme si les mots que ma tête formait s'arrêtaient quelque part avant de sortir. Je voulais dire « Je suis Eliane Fournel, j'ai 79 ans, j'habite au numéro 3 de la rue de la Sellerie et ma fille m'a poussée dans l'escalier. » Ce qui est sorti de ma bouche n'était pas ça. Ma voix sortait par fragments, des syllabes isolées qui ne trouvaient pas leur chemin les unes vers les autres, des mots qui commençaient et s'arrêtaient, une pensée intacte dans ma tête et une expression brisée dans ma gorge. Je comprenais tout ce qu'on me disait. J'entendais les médecins, les infirmières, je sentais la présence des gens autour de moi, je voyais les visages se pencher vers le mien avec cette expression particulière qu'on a face aux personnes âgées hospitalisées, un mélange de compassion professionnelle et d'une légère inquiétude sur ce qu'elles comprennent vraiment. Je comprenais tout, et je ne pouvais presque rien dire. Plus tard, j'apprendrai que j'avais souffert d'un traumatisme crânien modéré lors de ma chute dans l'escalier. Les médecins parlaient d'aphasie transitoire, un trouble de la parole lié au choc, qui pouvait s'améliorer avec le temps et la rééducation. Il disait « transitoire » avec cet optimisme mesuré des professionnels de santé qui veulent vous donner de l'espoir sans faire de promesses. Il disait que le cerveau était remarquablement adaptable, que des patients bien plus jeunes que moi avaient récupéré une fonction verbale complète après des traumatismes similaires. Ce qu'il ne disait pas, parce qu'il ne le savait pas, c'est que pendant que ma voix se reconstructuait lentement, péniblement, syllabe après syllabe, Sandrine racontait son histoire à tout le monde. Pendant les premiers jours à l'hôpital, j'entendais sa voix dans le couloir avant qu'elle entre dans ma chambre. Cette voix qui savait exactement comment se moduler selon l'audience. Douce avec les infirmières, sobre avec les médecins, brisait juste ce qu'il fallait pour les visiteurs.
Elle avait pleuré dans le couloir, je l'entendais, des pleurs discrets, élégants, le genre de pleurs qui donne l'impression d'une fille aimante terrassée par l'inquiétude. Plusieurs soignants me regardaient avec cette pitié particulière qu'on a pour les familles qui souffrent, et à travers leurs regards, je voyais ce qu'ils pensaient de ma fille, cette femme admirable qui veillait sur sa vieille mère. Quand elle entrait dans ma chambre et se retrouvait seule avec moi, quelque chose dans sa posture changeait. Pas dramatiquement, pas d'une façon que quelqu'un d'extérieur aurait remarqué. Juste une légère redescente de tension dans les épaules, une façon de s'asseoir qui était un peu moins la fille inquiète et un peu plus quelque chose d'autre. Elle croisait les jambes, posait son sac sur ses genoux et me regardait avec une expression difficile à nommer. Pas cruelle, pas tout à fait froide, mais calculatrice. Oui, calculatrice est le mot. Elle me disait, d'une voix basse qu'elle mesurait pour que personne hors de la chambre n'entende. « Maman, personne ne va transformer une chute en histoire simplement parce que tu es confuse. » Le mot « confuse ». Elle l'utilisait souvent. Avec les médecins aussi, je le percevais dans le compte-rendu de leurs échanges, dans leur reformulation à mon égard. « Votre fille nous dit que vous étiez fatiguée ce soir-là. Votre fille nous dit que vous aviez eu une journée difficile. » La narration de Sandrine avait précédé ma conscience, avait rempli les espaces que ma voix brisée ne pouvait pas occuper et s'était installée là comme une réalité que personne ne songeait à contester. J'ai pensé à ma sœur Colette à ce moment-là. Colette Marchand, 74 ans, ma cadette de 5 ans, qui vit à Blois depuis son mariage avec Bernard, un homme gentil mort, il y a 3 ans d'un cancer du poumon. Colette et moi n'avons pas toujours été proches, avec les distances géographiques et les vies qui prennent des chemins différents, mais il y a entre nous ce lien particulier des sœurs qui n'ont besoin que d'un coup de téléphone pour retrouver quelque chose d'essentiel. Je voulais Colette. Je voulais qu'elle entre dans cette chambre et qu'elle me regarde vraiment, qu'elle voie que j'étais là entière dans cette tête qui ne trouvait plus ses mots. Colette est venue. Elle est entrée dans ma chambre avec son manteau bleu marine et ses yeux rouges de quelqu'un qui a pleuré dans le train. Elle s'est assise au bord du lit et a pris mes mains dans les siennes, ces mains de sœur qui ressemblent un peu aux miennes, avec les mêmes nœuds aux articulations, les mêmes veines qui saillent sous la peau fine. Et elle m'a dit « Ma pauvre Eliane, Sandrine m'a tout raconté. Tu as eu tellement de chance qu'elle soit là pour appeler le 15. » J'ai vu le visage de Colette pendant qu'elle disait ça. J'ai vu qu'elle croyait ce qu'elle disait, qu'elle avait intégré la version de Sandrine, l'avait faite sienne, et que derrière ses larmes et son inquiétude sincère pour moi, la construction narrative de ma fille était déjà solidifiée. Je voulais tellement parler, dire « Colette, écoute-moi, donne-moi 1 minute, laisse-moi t'expliquer. » Les mots étaient là, dans ma tête, parfaitement formés, dans l'ordre, avec les détails, avec les preuves, avec la vérité entière. Mais ce qui sortait de ma bouche, c'était des fragments, des commencements de syllabes, des hésitations que les gens interprétaient comme de la confusion ou de l'émotion, ou, pire encore, comme la preuve de ce déclin cognitif que Sandrine avait certainement déjà commencé à suggérer. Colette a caressé mes mains et dit qu'il fallait me reposer, que Sandrine prenait tout en main, que je n'avais pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Ces mots, prendre en main, étaient exactement ceux qui me remplissaient d'une terreur que je ne pouvais exprimer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je dois faire une pause. Juste un moment. Même maintenant, toutes ces semaines plus tard, me souvenir de cette chambre, de cette lumière blanche, de Colette qui me tenait la main en croyant les mots de Sandrine, me fait encore quelque chose dans la poitrine que je n'ai pas de nom pour. Si vous êtes encore là, si vous m'écoutez depuis votre salon, ou votre lit, ou votre cuisine ce soir, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. D'où regardez-vous? Quelle est votre ville? Est-ce que quelqu'un est avec vous, ou regardez-vous seul? Et si cette histoire vous touche, laissez-moi un like. Cela me dit que je ne suis pas seule avec ces mots. Abonnez-vous si vous voulez savoir comment ça s'est terminé, parce que je vous promets que la suite vaut la peine d'être entendue jusqu'au bout. Il y a une histoire ici chaque jour, et parfois ce sont celles qu'on pensait ne jamais pouvoir raconter qui comptent le plus. Laissez-moi continuer. Ma vie avant cette nuit dans l'escalier mérite qu'on s'y arrête, pas par nostalgie, mais parce qu'on ne comprend pas ce qui a été menacé si on ne sait pas ce qui existait. Michel et moi avions construit quelque chose de simple et de solide.
2 professeurs, lui de mathématiques, moi de français au collège pendant 28 ans avant de prendre ma retraite, une maison à Tours, une fille, des étés en Bretagne parce que Michel aimait la mer froide et le beurre salé, des dimanches qui sentaient le pot au feu et la tarte aux poires. Nous n'étions pas des gens de grande démonstration. Les Tourangeaux ne le sont généralement pas. Il y a une mesure dans le tempérament ligérien, une façon de tenir les émotions en dedans, qui ressemble à la retenue, mais qui est en fait une forme de profondeur. On ne dit pas tout à voix haute. On le vit. J'ai toujours été une femme directe sous cette surface de retenue. Michel disait parfois que j'avais du granit sous la soie. Il disait ça sans ironie, avec cet amour tranquille qu'il avait pour moi. Le granit, c'était une qualité selon lui. La capacité de tenir quand les choses deviennent difficiles, de ne pas se briser. J'allais avoir besoin de tout le granit que j'avais. Sandrine avait grandi dans cette maison de la rue de la Sellerie avec la conscience très tôt qu'elle était intelligente, belle, et que ces 2 qualités lui ouvrirent des portes que les autres devaient chercher longtemps. Ce n'était pas entièrement de sa faute. Nous l'avions peut-être trop protégée, Michel et moi. Peut-être n'avions-nous pas assez insisté sur les résistances, sur les refus, sur le fait que le monde ne s'adaptait pas à notre volonté, mais que nous devions composer avec lui. Sandrine avait appris très tôt que le charme était un instrument efficace, que la séduction sociale fonctionnait, que les gens voulaient l'aimer et qu'elle pouvait utiliser ce désir. Elle est devenue avocate, associée dans un cabinet à Tours, spécialisé dans le droit des successions. Je mesure maintenant l'ironie de cette spécialisation, ce savoir précis des mécanismes d'héritage, des procurations, des stratégies pour gérer les patrimoines familiaux. Elle connaissait tous les outils juridiques qu'on pouvait utiliser. Elle les avait étudiés, pratiqués, employés pour ses clients pendant des années. Et le soir de novembre, elle les avait apportés chez moi dans une chemise cartonnée. À l'hôpital, pendant les semaines de ma convalescence, je regardais le plafond blanc et je pensais. Je pensais beaucoup. L'aphasie m'avait volé la parole, mais pas la pensée. C'est une distinction que les gens oublient souvent, que le cerveau et le langage ne sont pas la même chose, qu'on peut avoir un esprit parfaitement lucide dans un corps dont l'expression est endommagée. Je pensais avec une clarté que l'immobilité renforçait peut-être. Sans les mots pour l'extérioriser, la pensée tourne sur elle-même, s'approfondit, trouve ses angles. Je pensais à la caméra de Gaston. Je pensais à cette caméra avec insistance, avec cette intuition têtue qui ne me lâchait pas. Gaston avait installé cette caméra sur le côté de sa maison. Elle était tournée vers le petit passage entre nos 2 bâtisses. Cette fenêtre latérale de l'escalier, la grande fenêtre à double battant que Michel avait fait agrandir parce qu'il voulait de la lumière dans cette montée sombre, donnait précisément sur ce côté-là. J'avais souvent l'impression, depuis l'escalier, de voir le jardin de Gaston par cette fenêtre, le cerisier au fond, le muret gris. La caméra de Gaston voyait cette fenêtre. Est-ce qu'elle avait vu quelque chose ce soir-là? Je ne pouvais pas le demander. Je ne pouvais pas appeler Gaston, expliquer, lui demander de regarder ses enregistrements. Chaque fois que j'essayais d'articuler quelque chose de plus complexe qu'un mot ou 2, ma voix s'embourbait, mes lèvres trahissaient ma pensée, et les gens autour de moi avaient ce regard doux et un peu condescendant des personnes qui pensent vous comprendre alors qu'ils ne comprennent pas du tout. Par ailleurs, j'ai appris plus tard que Gaston lui-même avait été hospitalisé. Une pneumonie, diagnostiquée quelques jours après ma propre chute. Une coïncidence cruelle qui signifiait que notre voisin discret et fiable était dans un autre service du même hôpital, peut-être, et ne savait rien de ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Sandrine travaillait. Je l'ai compris progressivement, à travers les bribes de conversation que j'entendais quand les gens oubliaient que j'étais là, ou quand ils pensaient que mes problèmes d'expression signifiaient des problèmes de compréhension. Les infirmières parlaient entre elles. Un médecin avait eu une conversation téléphonique dans le couloir ouvert. Maître Leclerc, mon notaire, était passé me voir une fois, l'air grave et légèrement embarrassé, avec ce regard de quelqu'un qui a reçu plusieurs appels d'une même personne et qui ne sait pas exactement quoi en penser. Sandrine avait contacté Maître Leclerc. Plus d'une fois. Elle s'était présentée comme la fille qui prenait en charge la situation, qui essayait de comprendre l'état des affaires de sa mère pour pouvoir l'aider au mieux. Des mots parfaitement choisis. Prendre en charge, aider, au mieux. Maître Leclerc était un homme prudent, heureusement pour moi.
un homme qui connaissait les familles depuis longtemps et qui savait distinguer l'inquiétude de l'intérêt. Il était venu me voir, il m'avait regardé dans les yeux, et j'avais essayé, avec tout ce que j'avais, de lui communiquer quelque chose de la vérité. Je ne sais pas s'il avait compris, mais il avait au moins eu la sagesse de ne rien signer, de ne rien autoriser, d'attendre que ma situation soit plus claire. Cette sagesse m'avait peut-être sauvé quelque chose. Ma sœur Colette venait régulièrement. Elle apportait des fleurs, des magazines, du nougat de Montargis que nous avions toujours aimé toutes les deux depuis l'enfance. Elle venait avec son affection sincère et sa croyance absolue dans la version de Sandrine. Chaque visite de Colette était une sorte de double douleur. La chaleur de sa présence, la douceur des années partagées, et le mur de la version officielle que ma fille avait construite et que Colette portait comme une vérité évidente. Un après-midi, Colette m'a dit que Sandrine avait trouvé plusieurs agences immobilières intéressées par la maison. Qu'elle avait commencé à faire des estimations. Qu'elle pensait, Colette, que c'était peut-être la bonne décision maintenant, que la maison était grande pour moi seule et que l'argent d'une vente me permettrait d'avoir les meilleurs soins. J'ai regardé ma sœur. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose se figer en moi, pas la maison. Sandrine ne vendrait pas cette maison. Pas tant que j'avais un souffle. Il y a une chose que j'ai toujours su sur moi-même, depuis l'enfance dans les vignes de mon père, à Amboise. Depuis les 28 ans de classe où j'ai fait face à des salles entières d'adolescents qui testaient les limites. Depuis les 42 ans de mariage avec un homme que j'aimais et que j'avais parfois dû affronter avec toute ma force quand j'avais raison. Je ne me brise pas facilement. Michel avait dit du granit. C'est peut-être une image juste. Le granit n'est pas spectaculaire, il ne brille pas particulièrement, mais il tient. Je tenais. La rééducation orthophonique a commencé 2 semaines après mon admission. Une jeune femme, Madeleine Rousset, 28 ans environ, avec des mains calmes et une façon de ne jamais se presser qui était précisément ce dont j'avais besoin. Elle travaillait avec moi sur des exercices de répétition, de reformulation, de récupération progressive des connexions entre la pensée et l'expression. Des exercices lents, quelquefois frustrants, quelquefois encourageants, toujours exigeants. Madeleine avait compris très tôt que je comprenais tout. Elle ne me parlait pas avec cette simplification condescendante que certains soignants adoptaient. Elle me parlait normalement, me donnait le temps de répondre, même quand ma réponse mettait beaucoup de temps à sortir, et ne terminait jamais mes phrases à ma place. Ce respect, ce détail en apparence minuscule, m'a donné quelque chose d'énorme. La sensation que ma pensée avait de la valeur même quand elle ne pouvait pas encore s'exprimer pleinement. Je récupérais lentement. Pas assez vite pour tout ce que Sandrine préparait, mais je récupérais, et je préparais quelque chose aussi. Dans ma tête, en silence, avec toute la clarté que l'immobilité et la frustration m'avaient donnée, je préparais quelque chose. Pas encore un plan, pas encore une action, mais une résolution. La certitude que ma voix reviendrait, que quand elle reviendrait, je saurais exactement quoi en faire. Que la vérité que je portais depuis cette nuit dans l'escalier ne disparaîtrait pas simplement parce que personne ne voulait encore l'entendre. La vérité ne disparaît pas. Elle attend. Et dehors, dans la chambre de son appartement ou dans son bureau du cabinet d'avocat, ma fille de 41 ans continuait de construire son histoire. La fille dévouée, la fille qui sacrifiait son temps, ses week-ends, sa tranquillité pour sa vieille mère hospitalisée, la fille qui prenait des décisions difficiles parce que sa mère n'était plus en état de les prendre elle-même, la fille qui avait pleuré dans les couloirs de l'hôpital, la fille que les infirmières aimaient, la fille que le voisinage admirait. Et à côté, dans la chambre numéro 18 du service de neurologie, je regardais le plafond et je pensais à la caméra de Gaston Lebrun. Elle avait vu quelque chose. Je le savais dans mes os. La question était simplement, quand saurait-on ce qu'elle avait vu? Dehors, la Loire coulait comme elle coule depuis toujours, grise et lente en novembre, indifférente au drame des maisons qui la regardent du haut de leurs berges. Tours continuait, les marchés le samedi matin, les cafés crème des brasseries du centre, les étudiants à vélo sur les quais, la vie ordinaire et magnifique d'une ville qui ne savait pas qu'une vieille femme dans un lit d'hôpital recomposait sa voix mot par mot pour pouvoir, le moment venu, dire la vérité. Un soir, très tard,
alors que le couloir était silencieux et que la seule lumière dans ma chambre venait de l'équipement médical, j'ai réussi à prononcer une phrase complète. Je l'ai dite doucement, pour moi seule, pour m'assurer que les mots étaient là, entiers, dans l'ordre. J'ai dit « Elle m'a poussé dans l'escalier ». Ces 5 mots, nets, vrais, miens. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi vraiment. Il y a des matins qui arrivent comme des trêves. Un peu de lumière plus douce, une qualité d'air différente, le sentiment fugitif que le monde retient son souffle avant de recommencer à peser. J'avais connu ces matins-là pendant ma convalescence à Bretonneau. De rares instants où la chambre blanche devenait presque supportable, où l'orthophoniste Madeleine arrivait avec son calme professionnel et ses exercices patients, et où je sentais, millimètre par millimètre, que ma voix revenait vers moi comme un animal apprivoisé qui n'est pas encore tout à fait sûr. Mais les trêves ne durent pas. Elles ne sont jamais faites pour durer. Ce matin-là, c'était une infirmière de nuit qui finissait son service, une femme d'une 50aine d'années avec une fatigue honnête dans les traits, qui en passant devant ma chambre avait laissé la porte entr'ouverte. Ce n'était pas intentionnel. Elle rangeait son chariot dans le couloir, parlait à voix basse avec une collègue. Et j'entendais. Sandrine était venue la veille au soir, apparemment, après mes heures de visite, avait eu une conversation longue avec le médecin responsable de mon dossier. Elle avait posé des questions sur mes capacités cognitives à long terme, sur la probabilité de récupération complète de la parole, sur les possibilités de placement en établissement spécialisé si mes progrès restaient insuffisants. Placement en établissement spécialisé. Ces mots ont traversé la porte entr'ouverte et sont entrés dans ma poitrine comme quelque chose de froid et de pointu. Non pas parce que j'avais peur d'un établissement en lui-même, mais parce que je comprenais exactement pourquoi Sandrine posait cette question-là. Si j'étais placée, si j'étais officiellement déclarée inapte à gérer ma propre vie, la maison de la rue de la Sellerie devenait un bien à administrer. Et qui administrerait? Qui avait déjà contacté le notaire, déjà fait faire des estimations, déjà commencé à se présenter comme la fille responsable qui prenait tout en main? J'ai regardé mes mains posées sur le drap blanc. Ces mains de professeur de français retraité, ces mains qui avaient corrigé des milliers de copies, préparé des dizaines de milliers de repas, tenu la main de Michel les derniers mois de sa vie. Ces mains qui ne tremblaient pas. J'ai pensé à mon père Armand, dans les vignes d'Amboise, qui disait toujours que la vigne enseigne la patience, parce qu'elle ne donne jamais ce qu'on lui demande au moment où on le lui demande. Elle donne quand elle est prête. Le travail du vigneron, c'est de tout faire pour que le moment soit bon, et d'attendre que la vigne décide. J'attendais. Mais je n'attendais pas passivement. Ma récupération s'accélérait, imperceptiblement pour les autres, très perceptiblement pour moi. Madeleine le remarquait. Elle notait des progrès dans son cahier, des phrases de plus en plus longues, une fluidité croissante, des hésitations qui s'espaçaient. Elle restait prudente dans ses encouragements, ce qui était la bonne approche, parce que les espoirs non tenus font plus de mal que l'absence d'espoir. Mais ses yeux disaient quelque chose d'encourageant que sa bouche gérait soigneusement. Un mardi matin de décembre, maître Sophie Delmas est entrée dans ma chambre. Je ne la connaissais pas. Une femme de 53 ans environ, avec une veste gris anthracite et des lunettes à monture fine, qui portait son autorité tranquillement, sans ostentation, avec cette assurance particulière des femmes qui ont passé leur vie à naviguer dans des espaces professionnels où on les prenait moins au sérieux qu'elles ne le méritaient et qui en ont tiré une économie de gestes très précise. Elle s'est assise, a sorti un carnet et m'a regardé directement. Elle a dit « Madame Fournel, je m'appelle Sophie Delmas, je suis avocate. Je représente vos intérêts. Quelqu'un a demandé que je vienne vous voir. J'ai attendu. » Elle a dit « Votre voisin, Monsieur Gaston Lebrun ?» Gaston, sorti de l'hôpital depuis peu, apparemment remis de sa pneumonie, rentré chez lui et qui avait, dans la tranquillité de sa maison du numéro 5, regardé les enregistrements de sa caméra de sécurité. Je voulais poser 1000 questions. Ce que Gaston avait vu, ce que la caméra avait capté, ce que ça signifiait légalement, ce qu'on pouvait en faire. Ma voix n'était pas encore au niveau de 1000 questions. Mais Sophie Delmas avait l'habitude des clients qui ne pouvaient pas encore parler. Elle était venue préparée. Elle m'a expliqué lentement, avec une précision qui me respectait. La caméra de Gaston était tournée vers le passage entre les deux maisons.
Elle avait capté, ce soir-là de novembre, la fenêtre latérale de mon escalier. Pas de face, pas en gros plan, pas avec une qualité cinématographique. Une silhouette dans la lumière de la cage d'escalier, le mouvement de 2 personnes dans cet espace, et puis une seule. L'image n'était pas un aveu en soi, mais elle était suffisante pour questionner la version d'une chute accidentelle. Suffisante pour que les autorités ne puissent pas simplement enregistrer un accident et passer à autre chose. Gaston avait contacté Sophie Delmas par l'intermédiaire d'un de ses fils, qui était lui-même juriste. Il avait dit, avec cette franchise directe que je lui connaissais par-dessus le muret et les coins d'automne, quelque chose n'était pas juste dans cette histoire. La voisine ne tombait pas comme ça. Il l'avait vue monter et descendre cet escalier pendant des années. Et il avait regardé l'enregistrement. Et il avait vu quelque chose. Sophie Delmas m'a demandé si je pouvais lui dire, dans mes propres mots, même fragmentaires, même lents, ce qui s'était passé ce soir-là. J'ai pris une longue inspiration. J'ai dit, avec toute la précision que j'avais reconquise syllabe après syllabe depuis des semaines, elle a pris mon bras. Dans l'escalier, ma fille, Sandrine. C'était encore haché, encore imparfait, mais c'était clair, et Sophie Delmas a écrit dans son carnet. Puis elle a levé les yeux et a dit « Nous allons travailler ensemble, Madame Fournel. Prenez le temps qu'il vous faut. » C'était la première fois depuis la nuit de novembre que quelqu'un me donnait du temps, sans me laisser entendre que ce temps était une preuve de mon déclin. Je veux m'arrêter une seconde, là. Parce que ce moment, Sophie Delmas assise au bord de ma chambre d'hôpital, ce moment où quelqu'un m'écoutait vraiment pour la première fois, ce moment me fait encore quelque chose dans la gorge que les mots ne contiennent pas complètement. Si vous êtes avec moi en ce moment, si vous entendez cette histoire depuis chez vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce moment-là. Ce moment où quelqu'un vous croit enfin. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui savent exactement de quoi je parle. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Quelle est votre ville? Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre qu'on ne s'arrête pas simplement parce que personne ne vous écoute encore, partagez cette histoire avec eux. Laissez un like si vous êtes toujours là. Abonnez-vous parce que la suite de ce que je vais vous raconter, vous ne voudrez pas la manquer. Une histoire nouvelle, ici, chaque jour. Maintenant, laissez-moi continuer. Ce que je ne savais pas encore, c'est que pendant que Sophie Delmas et moi posions les premières pierres d'une vérité qui pourrait être entendue, Sandrine continuait d'avancer sur un chemin parallèle avec la certitude de quelqu'un qui ne s'attend pas à rencontrer d'obstacles. Elle avait, j'apprendrai tout cela plus tard, fait une demande formelle auprès du tribunal d'instance pour l'ouverture d'une procédure de protection juridique à mon égard, ce qu'on appelle une curatelle ou une tutelle selon le degré d'incapacité évalué. Elle avait joint à cette demande plusieurs attestations médicales, certaines obtenues dans les premiers jours de mon hospitalisation où mon état était effectivement le plus difficile, et une lettre de sa propre rédaction décrivant mes difficultés de compréhension, mon désorientation, mon incapacité à gérer mes affaires. Elle avait aussi eu une conversation avec ma sœur Colette. Une longue conversation téléphonique, apparemment, où elle avait exprimé son inquiétude pour moi avec cette façon qu'elle avait de pleurer juste assez pour être convaincante. Et Colette, ma douce Colette qui aimait sa sœur et qui avait cru la fille de sa sœur, parce que pourquoi n'aurait-elle pas cru? Colette avait accepté d'apporter son témoignage en faveur d'une mise sous protection juridique. Ma sœur, témoignant contre moi sans le savoir. Je ne lui en veux pas, je veux que vous compreniez ça. Je ne lui en ai jamais voulu. Colette ne savait pas. Colette avait vu une femme de 79 ans dans un lit d'hôpital avec des problèmes de parole, et sa nièce charmante et pleurante lui avait dit que c'était plus grave qu'il n'y paraissait. Colette avait fait confiance. La confiance est une vertu quand elle s'adresse aux bonnes personnes. Ce n'était pas la faute de Colette de ne pas savoir que les bonnes et les mauvaises personnes peuvent parfois être difficiles à distinguer dans une famille. Mais la procédure avançait. Et si elle aboutissait, si un juge décidait que j'étais incapable de gérer mes propres affaires, le reste suivrait avec une logique juridique impeccable. Sophie Delmas travaillait vite. Elle était venue me voir 3 fois en 2 semaines. Elle avait récupéré les enregistrements de la caméra de Gaston et les avait confiés à un expert en analyse d'images. Elle avait consulté Maître Leclerc, mon notaire,
qui lui avait confirmé que mes affaires n'avaient été modifiées en rien, qu'il avait résisté aux pressions sans toutefois comprendre pleinement la situation. Elle avait également commencé à examiner les demandes déposées par Sandrine auprès du tribunal et avait identifié plusieurs éléments qui pouvaient être contestés. Elle m'avait aussi demandé quelque chose qui m'avait demandé une longue réflexion. Elle m'avait demandé « Madame Fournel, quand voulez-vous que cela éclate ? Parce que nous aurons un moment. Et vous avez le choix de ce moment. » Cette question, la façon dont elle la posait, avec ce respect de mon agentivité, de ma capacité à décider malgré tout, cette question avait mis quelque chose en mouvement dans ma tête que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas seulement de la stratégie, quelque chose de plus vieux, de plus profond. La conscience que la vérité ne devait pas juste éclater. Elle devait éclater au bon endroit et au bon moment pour que son poids soit pleinement ressenti par ceux qui avaient construit le mensonge. J'ai pensé à Sandrine, à son anniversaire. Elle allait avoir 42 ans en janvier. Elle avait commencé à l'organiser, j'en avais entendu des échos, une fête dans un restaurant qu'elle aimait, le jardin des Halles en place Gaston Pailloux, un de ces endroits du centre de Tours où la cuisine est bonne et la salle agréable et où on peut recevoir une quarantaine de personnes dans un cadre qui dit quelque chose de la réussite sociale de celui ou celle qui invite. Sandrine aimait les cadres qui parlaient d'elle. Elle avait, selon ce que je comprenais à travers les fragments d'informations qui me parvenaient, transformé cet anniversaire en quelque chose d'autre qu'une fête. Elle avait invité des amis, des collègues, des membres de la famille élargie, et aussi, j'apprendrai cela plus précisément, des personnes intéressées par la maison de la rue de la Sellerie, des acheteurs potentiels. Elle avait présenté l'événement comme une réunion de famille et d'amis. Mais elle avait aussi profité de ces réunions pour parler de la maison, de sa valeur, du projet d'en faire quelque chose de neuf. Elle se construisait une image de femme qui gérait admirablement une situation familiale difficile tout en prenant de bonnes décisions patrimoniales. Elle avait transformé son anniversaire en une présentation de sa victoire. Quand j'ai compris ça, j'ai su ce que j'avais dit à Sophie Delmas. J'ai dit son anniversaire. Et Sophie m'avait regardé avec cette expression de quelqu'un qui comprend exactement ce que ça signifie et qui respecte la décision. Les semaines qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. J'étais rentrée à la maison de la rue de la Sellerie début janvier, après presque 2 mois d'hospitalisation et de convalescence, avec une aide à domicile 2 fois par semaine, Claudette, une femme solide et discrète qui faisait le ménage et la cuisine sans me traiter comme une invalide, ce dont je lui serai toujours reconnaissante. Ma voix n'était pas complètement rétablie. Il manquait encore de la fluidité. Des fois, un mot s'échappait au milieu d'une phrase et je devais en chercher un autre. Des fois, la fatigue rendait l'expression plus difficile. Mais j'étais compréhensible. Je pouvais tenir une conversation. Je pouvais téléphoner à Sophie Delmas. Et je pouvais me tenir debout dans mon escalier et poser ma main sur la rampe que Michel avait installée en 1988 et sentir que je n'avais pas perdu ma maison. Sandrine était venue me voir 2 fois depuis mon retour, des visites courtes avec des fleurs et ce regard évaluateur qu'elle essayait de couvrir d'une douceur soluble. Elle observait, je sentais, mon niveau de récupération. Elle cherchait à évaluer ce qu'elle avait encore le temps de faire avant que je redevienne trop clairement moi-même. Ces visites me demandaient un effort considérable. Rester douce, ne pas laisser voir que je savais, ne pas trahir ce que nous préparions. J'y arrivais. Ce n'était pas la première fois de ma vie que je devais tenir quelque chose derrière mon visage. Un vendredi soir de la semaine avant son anniversaire, Sandrine m'a appelé pour me demander si je viendrais à la fête. La question m'a traversée comme une lame d'ironie si aiguë que j'ai dû me détourner du téléphone une seconde pour ne pas qu'elle entende quelque chose dans ma voix. Elle m'invitait. La mère qu'elle avait poussée dans l'escalier, qu'elle avait tenté de faire déclarer inapte, dont elle cherchait à vendre la maison, ma fille m'invitait à la fête d'anniversaire qu'elle avait organisée en partie comme une célébration de sa propre réussite dans cette entreprise. J'ai dit oui, d'une voix calme. J'ai dit que je serais là. Elle a eu un silence d'1 seconde et demie, pas plus, mais je l'ai entendu. Puis elle a dit que c'était bien, que ça lui ferait plaisir, que les gens seraient contents de me voir. Je n'en doutais pas. La nuit précédant l'anniversaire de Sandrine, j'ai marché dans ma maison. Doucement,
en tenant la rampe dans les endroits où je n'étais pas encore tout à fait sûr de mes appuis. J'ai ouvert la boîte en bois de cerisier sur l'étagère de la chambre, la même que j'allais chercher la nuit de novembre. Les lettres de Michel étaient là, intactes. Cette écriture précise et légèrement penchée à droite, cette façon qu'il avait d'écrire les A minuscules qui ressemblaient à des petites maisons. J'ai pris la lettre que je voulais lui montrer ce soir-là. Celle de 1972, l'année où nous avions acheté la maison. Celle où il écrivait, avec cette émotion retenue qui lui ressemblait tellement, « Cette maison, Eliane, est la forme que prend ce que nous construisons. Elle ne nous appartient pas entièrement. Nous l'habitons, et un jour elle portera quelqu'un d'autre, mais ce sera quelqu'un qui vient après nous et non pas à notre place. Ce sera quelqu'un qui vient après nous, et non pas à notre place. » J'ai remis la lettre dans la boîte. J'ai posé la boîte sur l'étagère. Et j'ai dormi cette nuit-là avec un calme que je ne m'explique pas complètement, si ce n'est que la résolution, la vraie résolution, donne un type de repos que l'inquiétude ne peut jamais donner. Le lendemain matin, Sophie Delmas m'avait appelé. Elle avait confirmé que tout était en ordre. L'expert avait rendu ses conclusions sur l'enregistrement. Les éléments étaient suffisants pour qu'une plainte formelle soit déposée et que les autorités procèdent. Nous avions convenu du timing, de la façon dont les choses se dérouleraient, de ce que je devais et ne devais pas dire. Elle m'avait aussi dit, avec ce pragmatisme bienveillant qu'elle avait, « Madame Fournel, vous n'êtes pas obligée d'être là. Je peux gérer cela sans votre présence. Cela pourrait même être plus simple. » J'avais dit non. J'avais dit que j'avais besoin d'y être. Pas pour la regarder tomber. Pas pour la punition spectaculaire. Pour qu'elle me voie. Pour qu'elle sache que la femme qu'elle avait laissée au bas d'un escalier de bois avec une voix brisée et une hanche fracturée s'était relevée et était venue elle-même porter la vérité dans la salle qu'elle avait décorée de sa victoire. Sophie avait eu un silence, puis elle avait dit « D'accord, je vous rejoins là-bas. » Le restaurant. Le Jardin des Halles est un endroit qui mérite sa réputation. Place Gaston Pailloux, dans le centre de Tours, une salle lumineuse avec des verrières et des plantes, des tables bien espacées, une cuisine qui traite les produits de la région avec le respect qu'ils méritent. J'y étais allée 2 fois avec Michel, pour notre anniversaire de mariage une année et pour les 60 ans d'une amie commune une autre. Ces souvenirs m'ont traversé en arrivant devant la porte, ce soir de janvier, avec mon manteau gris et ma petite bourse noire, la même que je prends pour les occasions qui demandent d'être tenue droite. Il était 19h30. La fête avait commencé depuis une demi-heure. J'avais choisi d'arriver en retard délibérément, pas pour le drame, mais parce que j'avais voulu que les gens soient déjà là, que la salle soit déjà pleine, que Sandrine soit déjà dans son élément, ce rôle d'hôtesse accompli qu'elle jouait si bien, entourée de ses admirateurs, confortée dans la certitude que cette soirée lui appartenait. J'avais voulu qu'elle soit au sommet de son image quand la vérité est arrivée. Claudette m'avait accompagnée jusqu'à la porte en voiture. Elle savait quelque chose se passait. Elle avait assez de discernement pour ne pas poser de questions et assez de présence pour ne pas me laisser arriver seule. Je lui avais serré la main avant d'entrer et elle avait dit simplement « Allez-y, Madame Fournel ». Et dans sa voix, j'avais entendu tout ce qu'elle n'avait pas besoin de dire. J'ai poussé la porte. La salle était exactement ce que j'imaginais. Une quarantaine de personnes, les tables disposées en U autour d'une table centrale où Sandrine était assise, déjà au dessert visiblement, avec à sa droite un homme d'une 60aine d'années que je ne reconnaissais pas, un de ses collègues peut-être, et à sa gauche une femme jeune, la trentaine, qui riait d'une façon un peu trop sonore. La salle bourdonnait de conversations, de couverts, du bruit agréable et contenu d'une réception qui se déroule bien. Colette était là, assise à une table latérale avec 2 cousines que je n'avais pas vues depuis des années. Elle m'a vue entrer la première. Son visage a fait quelque chose de compliqué, un mélange de surprise et de soulagement et d'une inquiétude que je ne comprenais pas encore tout à fait. Elle s'est levée légèrement de sa chaise, comme si elle voulait venir vers moi, puis s'est rassise, comme si elle ne savait pas encore ce que la situation demandait. Sandrine m'a vue 1 seconde après Colette. Je l'ai observée depuis la porte, cette fraction de seconde avant qu'elle ajuste son visage. Une surprise réelle d'abord. Elle ne s'attendait pas complètement à ce que je vienne, malgré mon oui au téléphone. Et derrière la surprise, quelque chose d'autre.
quelque chose qu'elle a recouvert très vite, avec le sourire et le geste de se lever, et les bras qui s'ouvrent pour l'embrassade théâtrale que je reconnaissais comme sa façon de contrôler les espaces. Elle a traversé la salle vers moi. Elle portait une robe vert foncé qui lui allait bien, ses cheveux relevés, cette façon qu'elle avait de se présenter qui était toujours impeccable. Elle souriait. Un sourire que la plupart des gens dans la salle auraient décrit comme chaleureux, sincère, la joie d'une fille qui voit arriver sa mère. Elle a dit « Maman, tu es venue, je suis tellement contente ». Elle a essayé de m'embrasser. Je n'ai pas reculé, je n'ai pas fait de geste brusque. J'ai simplement tourné légèrement la tête, assez pour que l'embrassade ne se fasse pas, et j'ai dit « Une chaise, s'il te plaît ». Elle a eu une hésitation d'un battement de cœur. Puis elle a demandé qu'on apporte une chaise, avec ce sourire maintenu en surface, et je me suis assise à une table près de l'entrée, les mains sur mes genoux, mon manteau encore sur les épaules. La salle avait un peu baissé de volume autour de nous, pas de façon dramatique. Juste ce léger ajustement d'attention que les gens font quand ils sentent quelque chose sans encore savoir quoi. Sandrine s'est rassise à sa place centrale. La fête a repris son souffle. Le dessert a été apporté, un gâteau avec des bougies, de la musique légère, les applaudissements rituels, les souhaits. Elle soufflait les bougies avec le sourire de quelqu'un qui célèbre une chose entière. C'est à ce moment que j'ai entendu la porte du restaurant s'ouvrir derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner. J'avais reconnu le son des pas de Sophie Delmas, ce pas ferme et économe. Et derrière, 2 autres paires de pas, plus lourds, plus réguliers. La salle a recommencé à baisser de volume. Cette fois, différemment. Pas un ajustement d'attention. Un arrêt. Sophie s'est avancée vers le centre de la salle avec cette autorité tranquille qui n'avait pas besoin de hausser la voix. Les 2 policiers, en uniforme, se sont placés légèrement en retrait, présents, mais pas menaçants, avec cette façon professionnelle de remplir un espace sans le dominer. Sandrine les avait vus. J'ai vu son visage changer. Pas s'effondrer, pas encore. Sandrine était avocate. Elle avait des réflexes. Mais j'ai vu la première fissure, ce moment où le calcul intérieur commence à ne plus trouver ses résultats habituels. Sophie a dit, d'une voix posée qui portait dans le silence soudain de la salle, « Madame Sandrine Fournel, je suis maître Sophie Delmas. Je représente les intérêts de Madame Eliane Fournel. Il existe un enregistrement vidéo de la soirée du 12 novembre dernier qui questionne les circonstances de la chute de votre mère. Il y a également des éléments concernant des démarches entreprises pour obtenir le contrôle des biens de Madame Fournel sans son consentement éclairé. Les officiers de police ici présents vous demandent de les accompagner pour un entretien. Le silence de la salle était d'une qualité que je n'avais encore jamais entendue. Pas le silence du vide. Le silence de 40 personnes qui retiennent leur souffle en même temps. Sandrine était encore debout. Elle tenait quelque chose dans la main, je voyais le reflet de la lame d'un couteau à gâteau, ce couteau qu'on lui avait passé juste avant pour couper les parts, et elle le tenait sans s'en rendre compte, ce détail qui plus tard, dans le récit que j'en ferai à Claudette et à Colette et à Maître Leclerc, ressemblerait à une image choisie pour son symbolisme. Elle a dit, et sa voix était encore contrôlée, encore avocate, « C'est ridicule. Il n'y a pas d'enregistrement. Ma mère a eu un accident. Tout le monde ici peut témoigner que je me suis occupée d'elle depuis. Et puis j'ai fait ce que j'étais venue faire. Je me suis levée. Mon manteau gris. Mon sac noir. Mes mains qui ne tremblaient pas. J'ai regardé ma fille dans les yeux depuis l'autre bout de cette salle, remplie de ses amis et de ses collègues, et des gens à qui elle avait raconté sa version de l'histoire pendant des semaines. Et j'ai pris le temps de trouver mes mots. Pas parce qu'ils étaient difficiles à trouver, mais parce que les mots que je portais depuis cette nuit dans l'escalier méritèrent d'être dits sans hâte. J'ai dit « Je ne suis pas venue pour abîmer ton anniversaire, Sandrine. Je suis venue parce que tu as failli transformer toute ma vie en accident. » Ma voix n'était pas parfaite. Il y avait encore cette légère hésitation entre quelques mots, cette trace de l'aphasie que la rééducation n'avait pas encore complètement effacée. Mais chaque mot était là, dans l'ordre, avec le poids exact qu'il devait avoir. La salle ne respirait pas. Sandrine m'a regardé pendant un long moment. Et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas tout à fait dans ce moment. Pas seulement de la rage, pas seulement du calcul, pas seulement la panique de quelqu'un dont le plan s'effondre. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la douleur.
une douleur réelle, humaine, que toutes les couches de sa personnalité n'avaient pas complètement cachée. La douleur de quelqu'un qui a fait une chose terrible et qui vient d'entendre sa mère lui dire qu'elle le sait. Je ne lui ai pas pardonné dans ce moment. Je n'étais pas venu pour pardonner. Le pardon est une chose qui vient longtemps après ou qui ne vient pas, et c'est un chemin qui appartient à chacun à son propre rythme. Mais j'ai vu cette douleur dans ses yeux, et je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, quelque chose de vrai parmi toutes les couches du faux. Un des officiers de police s'est approché doucement. Il a demandé à Sandrine de poser le couteau à gâteau. Elle l'a posé. Ses mains cherchèrent quelque chose où se poser et ne trouvaient pas. La salle commençait à bouger, doucement, certaines personnes se levant légèrement, d'autres se penchant l'une vers l'autre pour chuchoter, quelques-uns cherchant leurs affaires comme s'ils allaient partir. Un mouvement de marée basse dans un aquarium. Colette s'était levée complètement. Elle me regardait depuis sa table et dans son visage, je voyais la reconstruction qui s'opérait. Ces secondes où les pièces d'un puzzle qu'on croyait connaître se replacent différemment et révèlent une image entièrement autre. Ses yeux allèrent de moi à Sandrine et revenaient à moi. Et dans ce mouvement, j'ai vu le moment exact où elle a compris. Elle a dit, d'une voix qui n'était plus que chuchotée, « Eliane », juste mon prénom, mais avec tout dedans. Je ne vais pas vous mentir sur ce que j'ai ressenti dans cette salle ce soir-là. Parce que les gens qui racontent ces moments ont parfois tendance à les transformer en quelque chose de plus propre qu'ils ne sont. Un triomphe, une catharsis, la vérité qui gagne et l'ennemi qui tombe et l'héroïne debout dans la lumière. Ce n'était pas ça, c'était fatigant, c'était triste, c'était une douleur sourde dans la hanche qui ne disparaît jamais complètement depuis novembre, et des visages autour de moi que je connaissais depuis des années et qui cherchaient où se mettre dans ce nouveau paysage, et ma fille debout avec les bras le long du corps, et ce regard que je n'avais encore jamais vu sur son visage. C'était la fin d'une certaine façon de croire que les familles s'arrangent toujours, que l'amour suffit, que les choses qu'on préfère ne pas voir disparaissent si on ne les regarde pas. Mais c'était aussi la vérité. Debout dans une salle de restaurant, sans artifice, sans couche supplémentaire. La vérité simple et lourde et libératrice d'une mère de 79 ans qui avait dit exactement ce qui s'était passé. Je dois m'arrêter là parce que même maintenant, en vous racontant cette soirée, quelque chose dans ma poitrine se resserre d'une façon que les mots ne gèrent pas entièrement. Si vous êtes toujours avec moi, si vous avez écouté cette histoire jusqu'ici, je veux vous remercier. Vraiment. Ce n'est pas une formule. Raconter ça à voix haute est une chose que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Et vous qui êtes là, qui écoutez, qui restez, vous me donnez la force de continuer. Dites-moi dans les commentaires où vous regardez ce soir, votre ville, votre région. Et dites-moi si vous avez quelqu'un dans votre vie dont vous auriez dû défendre la vérité plus tôt. Je veux lire vos mots. Laissez un like si cette histoire vous touche là où vous n'attendiez pas. Et abonnez-vous, parce que demain, il y a une nouvelle histoire ici, et elle aussi mérite d'être entendue. La suite de ce que je vais vous dire maintenant, vous y êtes presque. Restez avec moi. Les policiers ont conduit Sandrine vers la sortie avec cette courtoisie professionnelle qui ne ressemble pas aux arrestations qu'on voit dans les films. Il n'y avait pas de menottes dans la salle de restaurant. Il n'y avait pas de déclaration dramatique. Il y avait 2 officiers qui marchaient de chaque côté de ma fille, et ma fille qui marchait, le dos droit, la tête légèrement inclinée, avec ce dernier réflexe d'une femme qui ne voulait pas que la salle la voie se briser, même maintenant. Je l'ai regardée partir. Sophie Delmas est venue se placer à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle était juste là, présente, avec cette qualité de silence des gens qui savent quand les mots ne sont pas la bonne chose. Les gens de la fête ne savaient pas exactement ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu une chose se passer, mais pas encore toutes ses dimensions. Certains s'approchèrent de moi avec des visages ouverts et inquiets. Un ou deux avec des exclamations. Un jeune homme qui était apparemment un ami proche de Sandrine depuis l'université et qui répétait « ce n'est pas possible » avec une expression dévastée. Colette est arrivée vers moi en dernier. Elle marchait lentement, pas de la lenteur de quelqu'un qui hésite à venir, mais de quelqu'un qui porte quelque chose de lourd dans chaque pas. Quand elle a été devant moi, ses yeux étaient rouges d'une façon différente des pleurs qui précèdent.
Ces pleurs-là venaient d'un endroit plus ancien et plus douloureux. Elle a dit « J'aurais dû te croire, dès le début. J'ai pris ses mains dans les miennes, ses mains qui ressemblent aux miennes. J'ai dit « Tu ne savais pas ». Elle a dit « J'aurais dû regarder plus fort. Je n'avais pas de réponse à ça. » Parce que c'était vrai et que la vérité des regrets est d'une catégorie que les consolations n'atteignent pas facilement. J'ai simplement gardé ses mains dans les miennes pendant un long moment, dans cette salle qui se vidait doucement autour de nous, pendant que le bruit des conversations reprenait ailleurs, avec cette façon qu'ont les gens de reconstituer la normalité même après les ruptures. Sophie Delmas m'a reconduite dehors un peu plus tard. L'air de janvier à Tours était vif et propre, avec ce froid sec qui vient du nord quand il n'a pas encore la douceur que la Loire finit par lui donner au printemps. J'ai respiré profondément. Je ne sais pas encore exactement ce que je respirais. Du soulagement, oui, mais aussi quelque chose de plus douloureux que le soulagement. Ce sentiment particulier d'avoir fait la chose juste, qui n'est pourtant pas une chose légère, parce que la vérité ne pèse pas moins lourd, sous prétexte qu'elle a gagné. Claudette m'attendait avec sa voiture au coin de la place. Elle m'a vu sortir et a ouvert la portière sans rien dire. Dans la voiture, elle a regardé devant elle et a demandé « Ça s'est passé comme vous vouliez. Ce n'était pas vraiment une question. » J'ai dit « Ça s'est passé comme il fallait. » Elle a démarré. Et dans les rues de Tours sous le ciel de janvier, je regardais les façades des immeubles, les vitrines allumées, les rares passants avec leurs écharpes et leurs pas pressés. Et je pensais que dans quelques minutes, j'allais rentrer au numéro 3 de la rue de la Sellerie, et que la première marche de l'escalier allait soupirer comme toujours, et que la 5e allait craquer à droite, et que la 8e allait chanter si le froid avait bien pris dans les murs de bois, et que cette maison était encore à moi. Les mois qui suivent les grandes ruptures ont une texture particulière. Ils ne ressemblent pas aux mois ordinaires. Les mois ordinaires passent avec leur routine, leurs petits événements, leur façon de s'enchaîner sans qu'on les remarque vraiment. Les mois qui viennent après quelque chose d'irréversible ont une densité différente, comme si le temps y était plus épais, plus conscient de lui-même, chargé d'une signification que les jours ordinaires ne portent pas. Je suis rentré dans ma maison de la rue de la Sellerie, ce soir de janvier, avec cette densité-là dans les poumons. Claudette m'avait aidé jusqu'à la porte, avait vérifié que tout était en ordre dans la cuisine, avait préparé une tisane de camomille et de tilleul sans que je le lui demande, parce qu'elle savait, et elle était partie avec cette discrétion qui était sa façon d'être respectueuse. Et je m'étais retrouvé seul dans ma maison. Seul dans ma maison. Ces mots qui auraient pu être une tristesse, et qui ce soir-là étaient autre chose entièrement. Une plénitude, un retour à quelque chose d'essentiel. J'ai posé mon manteau gris sur le crochet de l'entrée. J'ai posé ma petite bourse noire sur la console. J'ai mis mes mains sur la rampe de l'escalier, cette rampe que Michel avait posée en 1988 avec une application de menuisier amateur que je lui avais taquinée pendant des semaines parce qu'il avait fallu 3 essais avant que les vis soient bien ancrées. La rampe était là, ferme, lisse sous mes doigts, portant les années dans son bois. J'ai monté l'escalier. La première marche a soupiré. La 5e a craqué à droite. La 8e a chanté dans le froid de janvier. Je me suis arrêté sur le palier du premier étage. Dans le couloir, à l'endroit exact où je m'étais retrouvé seul, avec cette feuille de papier pliée en 4 la nuit du 19 octobre, quelques semaines avant novembre, et l'escalier et le bruit de la chute, j'ai regardé cet endroit dans l'obscurité du couloir, éclairé seulement par la lumière de la rue qui filtrait à travers le rideau de la fenêtre. Et j'ai pensé à Michel. Pas avec le chagrin habituel, pas avec cette douleur douce et creuse que laissent les morts aimés, avec quelque chose de plus calme, un sentiment de lui avoir été fidèle à quelque chose qu'il m'avait demandé sans jamais en parler, simplement en étant l'homme qu'il était. Cette maison, Eliane, est la forme que prend ce que nous construisons. Elle prenait encore. Les premières semaines après l'anniversaire de Sandrine ont été une succession de démarches légales et administratives que Sophie Delmas gérait avec cette efficacité précise qui était sa qualité principale. La procédure de protection juridique que Sandrine avait initiée contre moi a été abandonnée, et avec elle, les pressions sur Maître Leclerc. Les estimations immobilières n'avaient plus de commanditaire. La maison de la rue de la Sellerie restait inscrite à mon nom, proprement,
sans ambiguïté, comme elle l'avait toujours été. Sandrine avait été entendue par les officiers de police ce soir-là et les jours suivants. Elle avait eu un avocat, évidemment, un confrère du barreau de Tours qui n'avait pas la tâche facile avec un enregistrement vidéo, des éléments documentaires sur les démarches auprès du tribunal et du notaire, et une plaignante qui avait retrouvé assez de voix pour déposer une déclaration complète. Les choses légales prennent du temps, toujours. La justice française n'est pas rapide et ce n'est pas toujours son défaut, parce que la lenteur peut aussi être une forme de rigueur. Mais les choses avançaient. Une instruction avait été ouverte. Les faits étaient dans le système, documentés, réels, irréfutables dans leurs grandes lignes. Je ne vais pas vous raconter les procédures dans leurs détails. Ce n'est pas l'histoire que je vous raconte. L'histoire que je vous raconte est celle de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, dans les mois qui ont suivi, dans la maison de la rue de la Sellerie, et dans le cœur d'une vieille femme qui avait survécu à quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir survivre. Colette est venue me voir 2 semaines après l'anniversaire. Elle est arrivée avec ses mains vides pour la première fois, sans fleurs, ni nougat, ni magazine, juste elle-même dans son manteau bleu marine et ses yeux qui n'avaient pas encore repris leur couleur habituelle. Nous avons bu du café dans ma cuisine et nous avons parlé, vraiment parlé, comme on ne l'avait peut-être pas fait depuis des années, depuis avant Michel, depuis ces années où nous étions 2 jeunes femmes qui commençaient leur vie et qui se racontèrent des choses sans tout le poids des rôles familiaux et des loyautés complexes. Elle m'a dit qu'elle ne se pardonnerait pas facilement d'avoir cru la version de Sandrine. Je lui ai dit ce que je pensais vraiment, pas par politesse, mais parce que c'était vrai. Elle n'avait aucune raison de douter. Sandrine avait construit son récit avec une précision professionnelle. Elle connaissait les mécanismes de la crédibilité, les façons de présenter les choses pour qu'elles paraissent incontestables. Elle était avocate spécialisée dans les successions. Elle savait exactement comment les familles fonctionnent dans les moments de crise, quels réflexes se déclenchent, quels doutes il faut nourrir et quel confort il faut offrir. Colette avait été une cible choisie avec soin. Ce n'était pas de la naïveté. C'était de la confiance mal placée, ce qui est une chose entièrement différente. La confiance mal placée n'est pas une faiblesse. C'est le résultat d'aimer quelqu'un et de lui accorder ce que l'amour accorde naturellement, le bénéfice du doute, la présomption de bonne foi. Quand cette confiance est abusée, la honte appartient à celui qui a abusé, pas à celui qui a fait confiance. J'ai dit ça à Colette ce matin-là, dans ma cuisine, avec le café et la lumière froide de janvier sur la table. Je pense qu'elle l'a entendu. Pas que la douleur est partie, la douleur de ça ne part pas en une conversation, mais elle a entendu. Gaston Lebrun est venu me voir au début du mois de février, avec ses joues encore un peu creuses de sa pneumonie et son chien, un vieux labrador brun du nom de Pépin, qu'il avait attaché au muret du jardin avant d'entrer. Nous avons bu du thé dans le salon, et il m'a raconté comment il avait découvert la situation, comment son fils lui avait expliqué les implications légales de l'enregistrement, comment il avait hésité quelques jours avant d'appeler Sophie Delmas parce qu'il ne voulait pas se mêler de ce qui ne le regardait pas. Je lui ai demandé ce qu'il avait finalement décidé. Il a réfléchi un moment. Gaston Lebrun est un homme qui réfléchit avant de parler, une qualité que j'ai toujours trouvée reposante chez les gens. Puis il a dit « J'ai regardé l'enregistrement 3 fois, et la 3e fois, j'ai pensé à Yvette, ma femme. J'ai pensé que si c'était elle qui avait eu besoin qu'on parle pour elle, j'aurais voulu que quelqu'un le fasse. Yvette, sa femme morte 2 ans avant Michel. Il y a des solidarités qui se construisent sans qu'on les nomme jamais. Des liens entre les gens qui ont perdu quelque chose d'essentiel et qui reconnaissent ce poids chez les autres sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer. Gaston et moi n'avions jamais été des amis intimes. Nous avions été des voisins de longue date, avec des coinques d'automne et des conversations courtes par-dessus le muret. Mais cette semaine de novembre où nos 2 vies avaient été en crise en même temps, lui dans un service de pneumologie et moi dans une chambre de neurologie, quelque chose s'était construit entre nous sans que nous le sachions. Je l'ai remercié. Pas avec les grands mots, avec juste les vrais. Il a dit que ce n'était rien, mais c'était tout, et nous le savions tous les 2. La rééducation orthophonique s'est terminée fin mars. Madeleine, ma jeune orthophoniste, m'a dit lors de la dernière séance que ma récupération avait été remarquable pour une femme de mon âge et de mon profil traumatologique. Elle utilisait ces termes professionnels avec cette légèreté bienveillante qui était sa façon de célébrer quelque chose sans en faire trop.
Je lui avais dit que la remarquabilité était surtout une question de raison de guérir, qu'on guérit plus vite quand on a quelque chose à dire qui attend d'être dit. Elle avait souri et noté quelque chose dans son carnet. Je pense qu'elle gardait des notes sur les choses que ses patients disaient qui valaient de la peine d'être gardées. Ce n'est pas une mauvaise habitude. Ma voix est revenue presque entièrement. Il y a encore, parfois, sous la fatigue, une hésitation, un mot qui prend un chemin légèrement plus long que prévu avant d'arriver. Je l'accepte. Cette hésitation me rappelle ce qui s'est passé et pourquoi chaque mot que je prononce maintenant est un mot que je n'ai pas laissé prendre. Je dois m'arrêter une seconde avant de vous dire ce qui est venu après. Parce que ce que je vais vous raconter maintenant, la partie sur Sandrine et sur ce que j'ai ressenti dans les mois suivants, c'est la partie la plus difficile de toute cette histoire. Pas à cause des événements, mais à cause de ce que les événements font à l'intérieur. Si vous êtes toujours là, si vous m'avez accompagné depuis le début de cette histoire, depuis la feuille de papier pliée en 4 dans mes mains tremblantes jusqu'à cette cuisine de janvier avec Colette et le café froid, je veux que vous sachiez que votre présence compte. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre ville, votre pays, l'heure qu'il est chez vous. Est-ce que quelqu'un est à côté de vous ou regardez-vous seul dans le silence? Et si cette histoire vous a touché quelque part de vrai, laissez un like. Cela me dit que les mots arrivent là où ils doivent aller. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a une histoire ici chaque jour, et parfois ce sont les plus difficiles à raconter qui donnent le plus à ceux qui écoutent. Je lis tous vos commentaires. Tous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé avec ma fille, Sandrine. Ma fille unique. Née en janvier, un soir de neige sur Tours. Cette femme de 42 ans qui était entrée dans ma vie le jour où j'avais cru que le monde m'offrait quelque chose d'irremplaçable et qui avait failli me prendre tout ce que j'avais encore de Michel, tout ce que j'avais encore de moi-même. Les semaines après l'anniversaire, Sandrine ne m'a pas contactée. Son avocat a communiqué avec Sophie Delmas sur les aspects légaux. Il y avait une distance imposée en partie par les procédures et en partie, je pense, par Sandrine elle-même, qui ne savait pas encore comment se tenir face à ce qu'elle avait fait et à ce que j'avais fait en retour. Je n'avais pas cherché le contact non plus, pas par colère ou pas seulement, mais parce que je n'étais pas encore sûre de ce que j'aurais à lui dire qui soit vrai. Et je ne voulais pas lui parler avec des mots qui ne seraient pas vrais. Nous avions eu assez de mots faux dans notre histoire pour que je n'en ajoute pas d'autres. Ce que j'ai ressenti dans ces semaines-là est difficile à décrire avec précision. Les gens s'imaginent parfois que la vérité gagnée produit quelque chose de net, une satisfaction, un apaisement, un chapitre qui se ferme proprement. C'est parfois le cas dans les histoires. Dans la vie, les choses sont moins propres. J'avais dit la vérité avait été entendue. Sandrine faisait face à des conséquences réelles. La maison était à moi. Colette me croyait. Gaston était mon voisin d'une façon nouvelle et plus substantielle. Et pourtant, j'avais une fille que je n'avais plus. Ce n'est pas un paradoxe que les gens qui n'ont pas d'enfants comprennent facilement. L'amour qu'on a pour un enfant ne disparaît pas parce que cet enfant vous a fait quelque chose d'impardonnable. Il ne disparaît pas parce qu'on ne veut pas qu'il disparaisse ou parce qu'on a choisi de tout excuser. Il ne disparaît pas parce que c'est simplement dans la nature de cet amour-là d'être plus grand et plus stupide et plus résistant que tout ce qu'on lui fait subir. Je n'aimais pas ce que Sandrine avait fait. Je n'aimais pas ce qu'elle était devenue, ou peut-être ce qu'elle avait toujours été sous la surface que je n'avais pas voulu voir. Mais quelque chose dans ma poitrine portait encore le souvenir de cette petite fille née sous la neige de janvier. De ses premières années où elle courait dans le jardin et demandait à Michel de lui lire Jules Verne en imitant les voix des personnages. De ces dimanches où elle m'aidait à faire la pâte des tartes en mettant de la farine partout sur le carrelage de la cuisine et en trouvant ça extrêmement drôle. On ne choisit pas ce qu'on porte. On choisit seulement ce qu'on en fait. Au mois d'avril, 5 mois après la nuit de novembre et 3 mois après l'anniversaire, j'ai écrit une lettre à Sandrine. Pas pour lui pardonner. Je veux être honnête sur ce point parce que l'honnêteté est tout ce que j'ai maintenant et tout ce que je veux. Je ne lui pardonnais pas. Le pardon est une chose que je n'avais pas encore, et peut-être que je ne l'aurai pas, et peut-être que c'est acceptable. Le pardon n'est pas une dette qu'on doit à ceux qui nous ont blessés.
C'est quelque chose qu'on peut choisir si ça vient de l'intérieur, authentiquement, sans se le forcer. Me le forcer aurait été mentir, et j'avais eu assez de mensonges dans cette histoire. J'avais écrit cette lettre pour dire autre chose, pour dire que survivre n'est pas la même chose que haïr, que je n'avais pas passé ces mois à construire de la haine, que la haine n'était pas dans ma nature et que même ce que Sandrine m'avait fait n'avait pas réussi à m'en faire quelqu'un de différent sur ce point. Pour dire que je ne savais pas ce qui l'avait conduite là, quelle peur ou quelle blessure ou quelles ambitions mal dirigées avaient construit cette nuit dans l'escalier, mais que ces raisons-là lui appartenaient et que c'était son travail à elle de les regarder en face, pas le mien de les résoudre pour elle. Pour dire que cette maison resterait en mon nom aussi longtemps que je vivrais, et qu'après ce serait comme Michel l'avait écrit, quelqu'un qui viendrait après nous et non pas à notre place. Pour dire que je ne lui souhaitais pas de malheur, mais que je ne lui ouvrirais pas ma porte avant qu'elle ait fait quelque chose de réel avec ce qu'elle avait fait. Pas une déclaration, pas des larmes qui étaient son outil habituel, mais quelque chose de réel. Je lui avais envoyé cette lettre par courrier recommandé. Sophie Delmas l'avait lue avant que je l'envoie, pas pour la modifier, juste pour s'assurer qu'elle ne contenait rien qui pourrait compliquer les procédures en cours. Elle ne contenait rien de tel. Elle contenait seulement la vérité de ce que je ressentais. Et la vérité ne complique généralement pas les procédures. C'est le mensonge qui complique. Je n'ai pas eu de réponse pendant longtemps. À la fin du mois de juin, Sandrine a envoyé une lettre, pas à moi, à Sophie Delmas. Une lettre de sa propre écriture, pas rédigée par son avocat, dans laquelle elle reconnaissait les faits dans leur substance. Ce n'était pas une confession dramatique. C'était un document sobre, légalement prudent, mais qui disait ce qui s'était passé avec des mots qui n'étaient pas des euphémismes. Ce document a eu des conséquences légales que je ne vais pas détailler, parce que ces détails appartiennent aux procédures et non pas à l'histoire que je raconte. Ce qui m'a importé, c'est ce qu'elle avait ajouté à la fin, en dehors du ton légal, dans un post-scriptum de quelques lignes écrites d'une façon légèrement moins contrôlée que le reste. Elle avait écrit « Je sais que les mots ne changent rien. Mais je voulais que tu saches que je me souviens aussi de la neige de janvier, le soir de ma naissance. La neige de janvier, ma petite fille. » J'ai lu ces lignes et j'ai pleuré. Pas de chagrin, pas de soulagement, pas d'un sentiment que j'aurais su nommer complètement. D'un mélange qui n'a pas de nom dans aucune langue que je connaisse, ce mélange particulier de l'amour qui ne s'est pas laissé détruire par les actions de celui qu'on aime et de la douleur que cet amour persistant représente et de la gratitude étrange d'avoir encore quelque chose à perdre, même dans le pire. J'ai plié le post-scriptum séparément du reste de la lettre. Je l'ai rangé dans la boîte en bois de cerisier de l'étagère avec les lettres de Michel, pas pour effacer la distance entre nous, pas parce que les choses étaient réparées, mais parce que ce fragment de vérité de Sandrine méritait d'être gardé, et parce que les choses qu'on garde dans les boîtes en cerisier sont les choses auxquelles on pense encore quand tout le reste est silencieux. Aujourd'hui, nous sommes au début de l'été. Le chèvrefeuille que j'ai planté au pied du muret du jardin en 1989 a fleuri comme chaque année avec cette abondance légèrement exubérante que Michel trouvait charmante et qui donnait à la façade arrière de la maison une odeur de quelque chose qu'on ne peut pas décrire autrement qu'en disant que c'est exactement cette odeur-là. La Loire est basse comme elle l'est toujours en été, avec ses bancs de sable qui émergent et que les promeneurs sur les quais regardent comme si c'était une surprise chaque fois. Tours vit son été avec cette qualité de lumière que le Val-de-Loire a, une lumière peinte, comme si la région avait été inventée par quelqu'un qui voulait montrer ce que fait la lumière quand elle est bien faite. Je monte et descends mon escalier tous les jours. La première marche soupire, la 5e craque, la 8e chante. Ces sons sont encore les voix de ma maison et elles me disent toujours quelque chose que je comprends. Gaston et moi buvons parfois du café ensemble le samedi matin, par-dessus le muret, ou dans l'un ou l'autre de nos jardins selon le temps. Pépin, son labrador, s'est habitué à mon jardin et vient directement vers le coin où il y a de l'ombre. Gaston et moi parlons de la Loire et du quartier et de ce qui a changé dans la rue depuis nos premières années ici, et quelquefois de Michel et d'Yvette, pas avec le poids du deuil, mais avec la façon dont on parle des gens qu'on a aimés quand on a eu le temps de faire la paix avec leur absence. Colette vient une fois par mois. Nous avons retrouvé quelque chose qui ressemble à ce que nous étions avant les couches accumulées des années et des rôles et des loyautés mal distribuées.
pas identiques à ce que nous étions. On ne revient jamais à ce qu'on était avant les grandes choses. Mais quelque chose de vrai entre nous, quelque chose qui ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est. Ma voix est revenue, presque entièrement. Avec juste cette légère hésitation parfois qui me rappelle que les mots ne sont pas acquis, qu'ils se gagnent, qu'ils méritent d'être utilisés avec soin parce qu'il peut arriver qu'on vous les prenne. Je pense souvent à toutes les femmes qui n'ont pas eu de caméra de voisin. Pas de Gaston Lebrun avec son enregistrement et son fils juriste et sa façon directe de voir les choses. Pas de Sophie Delmas avec sa veste anthracite et son calme professionnel et sa question respectueuse sur quand je voulais que ça éclate. Pas de Madeleine qui prenait le temps qu'il fallait et ne terminait jamais les phrases des autres. Pas de Claudette avec sa tisane de camomille et son silence respectueux. Je pense à toutes les femmes qui avaient une vérité dans leur tête et une voix brisée dans leur gorge et personne autour pour faire le lien entre les deux. Je pense à toutes celles pour qui la vérité a attendu trop longtemps, ou n'a jamais été entendue, ou a été entendue trop tard. Ces femmes me hantent d'une façon différente de la façon dont Sandrine me hante. Ces femmes anonymes, ces Éliane sans caméra et sans Sophie, ces vies dont la vérité a été écrasée sous le poids de ceux qui avaient intérêt à ce qu'elle reste silencieuse. Ce que cette histoire m'a appris, et je veux vous le dire clairement parce que c'est la raison pour laquelle je la raconte, c'est que la vérité a besoin d'alliés. Elle ne suffit pas à elle-même. La vérité dans la tête d'une femme seule dans un lit d'hôpital, avec une voix qui ne répond plus, est une chose réelle et juste et entière, mais elle a besoin que quelqu'un lui tende la main pour traverser le mur entre la tête et le monde. Elle a besoin d'un Gaston qui installe une caméra pour les mauvaises raisons et qui l'utilise pour les bonnes. D'une Madeleine qui comprend que la pensée et le langage ne sont pas la même chose. D'une Sophie qui demande quand plutôt que si. D'une Claudette qui fait la tisane sans qu'on le lui demande. Si vous connaissez quelqu'un dont la voix ne porte pas assez loin. Si vous connaissez quelqu'un qui sait quelque chose que personne ne veut entendre. Si vous connaissez quelqu'un dont les yeux disent ce que la bouche ne peut pas dire. Soyez leur Gaston. Soyez leur Sophie. Soyez n'importe lequel de ces gens discrets et essentiels qui font que la vérité arrive là où elle doit aller. Et si c'est vous qui portez une vérité que personne n'entend encore? Tenez. Continuez d'articuler, même par fragments, même lentement, même quand les mots prennent le mauvais chemin avant de trouver le bon. La voix revient si on lui donne les raisons de revenir. Les raisons s'appellent par tous les noms de ce à quoi vous refusez de renoncer. La mienne s'appelait cette maison. Et Michel. Et la première marche qui soupire. Il y a sur l'étagère de notre chambre, la chambre où Michel et moi avons dormi pendant 42 ans, une boîte en bois de cerisier. Dans cette boîte, il y a des lettres d'une écriture légèrement penchée à droite, avec des A minuscules qui ressemblent à des petites maisons. Et depuis le mois de juin, il y a aussi un post-scriptum de quelques lignes dans une écriture moins contrôlée qui dit qu'elle se souvient elle aussi de la neige de janvier. Ces deux écritures dans la même boîte ne signifient pas que tout va bien. Elles signifient que la vérité a survécu à ceux qui voulaient l'effacer, que la maison est encore debout, que l'escalier chante encore dans le froid, que je suis encore là. Ce soir, dans ma cuisine de la rue de la Sellerie, avec le chèvrefeuille qui envoie son odeur par la fenêtre entr'ouverte et la lumière longue du soir d'été qui fait quelque chose de doré sur le carrelage que j'ai toujours aimé, je vous ai raconté cette histoire, tout entière, sans rien laisser de côté que ce qui appartenait à d'autres et qu'il ne m'appartenait pas de dire. Et maintenant, avant de vous dire au revoir, je dois vous demander quelque chose. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, depuis les premières secondes jusqu'à cette cuisine et ce chèvrefeuille et cette boîte en cerisier, vous m'avez donné quelque chose que cette vieille femme de 79 ans ne pensait pas avoir encore besoin de recevoir. Le sentiment d'être entendue, entièrement, par des gens qui ne me connaissaient pas et qui ont écouté quand même. Et cela, je ne sais pas exactement comment vous le rendre, si ce n'est en continuant à parler, à raconter, à vous offrir ce que j'ai. Alors voici ce que je vous demande. Laissez un commentaire avec le mot « debout ». Juste ce mot. Ceux qui ont écouté cette histoire jusqu'à la fin comprendront pourquoi ce mot-là et pas un autre, parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas, quand tout veut nous faire tomber, quand la voix ne vient pas,
quand les murs sont construits autour de nous avec les mots des autres, quand la maison qu'on a bâtie toute une vie est menacée par ceux qu'on a aimés. On se relève, on articule, on monte l'escalier, on reste debout. Laissez un like si cette histoire vous a touché dans un endroit que vous ne saviez pas encore ouvert. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour, et peut-être que celle de demain sera celle dont quelqu'un que vous aimez a besoin. Partagez si vous pensez à quelqu'un qui devrait entendre cela. Pas pour eux, pas pour moi, pour la possibilité que les mots arrivent là où ils peuvent faire quelque chose d'utile. Et dites-moi d'où vous regardez. Votre ville, votre région, votre pays. Et quelle heure il est chez vous ce soir. Je lis chacun de vos messages, chacun d'entre eux, parce que vous m'avez donné votre temps et votre attention et votre présence, et ces choses-là méritent qu'on les reçoive avec soin. Du fond de cette cuisine de Tours, avec le chèvrefeuille et la lumière dorée et l'escalier qui chante derrière moi. Merci. Prenez soin de vous et de ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie.